L'application du code et règlement minier, conçu depuis 2010 et révisé en mars 2018, ainsi que la situation sécuritaire dans les provinces minières de la République démocratique du Congo, restent les préoccupations majeures pour les investisseurs qui veulent investir dans les secteurs miniers en RDC. Au cours d'une audience accordée par la ministre congolaise des Mines, la chargée d'affaires de l'ambassade de la Grande-Bretagne en RDC a fait savoir l'intérêt que porte son pays à venir investir dans les secteurs miniers congolais. Pourtant, les inquiétudes restent autour de la mise en œuvre du code minier et la situation sécuritaire dans la zone minière. Il y a un peu d'inquiétude sur les questions de lesquelles j'ai parlé, c'est-à-dire de l'application de le code minier, les questions de corruption, mais aussi malheureusement les questions de sécurité ici. Mais j'espère en futur, si nous travaillons avec le gouvernement de l'RDC, si nous les accompagnons dans un effort d'avoir un dialogue très ouvert, nous pouvons trouver une façon de rassurer les entreprises britanniques qu'il y a vraiment des opportunités ici. En quoi cette diplomate, les secteurs miniers congolais constituent une part très significative de l'économie nationale de la RDC, d'où l'importance accordée son pays pour accompagner la RDC afin d'attirer les investisseurs du Royaume-Uni. Le secteur des mines, c'est très important pour la RDC, ou pour l'économie de la RDC, et aussi pour le futur. Et pour cette raison, j'ai parlé avec le ministre sur le sujet de les opportunités dans ce pays magnifique, les opportunités de plusieurs minéraux, mais aussi le partenariat des entreprises britanniques avec les autorités congolaises pour exploiter les minéraux dans une manière qui est vraiment, comme le ministre a dit, c'est quelque chose qui gagne pour tout le monde. Rappelons que l'actuel code minier congolais apporte beaucoup d'innovations, notamment l'exclusivité de l'activité de la sous-traitance dans les secteurs des mines et carrières aux seules sociétés dont la majorité du capital est détenue par les Congolais. La participation requise d'au moins 10% des personnes physiques des nationalités congolaises dans le capital social des sociétés minières. La participation des Congolais dans les capitales des comptoirs d'achat, de vente et de traitement des matières précises, ainsi que la restriction d'accès à l'exploitation artisanale aux seules personnes physiques majeures des nationalités congolaises. L'évaluation de l'exécution du programme de conservation et utilisation rationnelle des écosystèmes fragiles en Afrique centrale, ECOFAC, a donné accès à une série de recommandations devant faire l'objet de discussions lors des prochaines négociations entre cette organisation de la sous-région et l'Union européenne. Parmi ces recommandations figure l'amélioration des conditions de vie et de travail des éco-gardes et personnes d'appui à la conservation. Pour Olivier Moucheté, directeur général AI de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN, l'amélioration des conditions de vie des éco-gardes est un sujet qui tient à cœur au regard du travail énorme que mènent ces hommes et femmes sur terrain, souvent au péril de leur vie. Il y a eu des débats aujourd'hui au sujet de l'harmonisation du statut, de l'harmonisation des méthodes de travail, de l'amélioration des conditions de travail de nos éco-gardes aussi. Et je suis très heureux de constater que les éléments stratégiques sur lesquels nous avons déjà commencé à travailler sont très en avance par rapport aux discussions que nous avons eues ici. Outre cet aspect, Olivier Moucheté souhaite qu'il y ait la parité entre les hommes et les femmes éco-gardes. Nous travaillons au sein de l'ICCN sur tout un programme de réforme des agents de l'ICCN. Comme vous le savez, actuellement l'ICCN c'est 3200 agents, mais qui ont une surface à surveiller qui est de plus de 550 000 km². Donc ça fait en fait très peu de monde. Donc on a besoin d'avoir plus de monde, on a besoin d'avoir des gens qui sont mieux formés, on a besoin d'avoir plus de femmes. Et donc c'est ça le concret. Donc maintenant, nous devons mobiliser des ressources pour rendre ça concret. Notons par ailleurs que ces recommandations du copil politique de ces programmes ont été transmises au Conseil des ministres de la CIAC, réuni à Libreville du 6 au 8 juillet, à l'occasion de la 19e réunion du partenariat pour les forêts du bassin du Congo. L'impact de la guerre en Ukraine continue à se faire sentir sur les pays importateurs. La République démocratique du Congo, l'un des grands importateurs, n'est pas du tout épargné. Outre la hausse des prix du carburant à la pompe, suite à la pénurie annoncée au pays depuis le mois de janvier de l'année en cours,
Les prix des denrées alimentaires ne cessent de monter du jour au lendemain, au vu et au su de tous. Selon un expert économiste, un pays qui se respecte doit être en mesure de produire ce qu'il consomme. On ne peut pas continuer à importer tout de partout parce qu'en cas de choc exogène, bien sûr, nous avons la situation que nous avons aujourd'hui, on est complètement perdu. Et donc, on ne peut pas éviter les conséquences, elles sont déjà là. Il faut produire localement. Il faut investir une grande partie de l'argent public et de l'argent des privés dans un programme de production intégré et qui bénéficie à l'économie domestique. On doit être en mesure de bâtir notre résilience par rapport à notre capacité à consommer ce qu'on produit et à produire ce qu'on consomme. Pourtant, le ministre des Hydrocarbures avait annoncé au cours d'une interview accordée à l'Organisation de la presse africaine, APO, au mois de mai, que des tractations sont en cours pour voir dans quelle mesure la RDC pourra se procurer des raffineries. L'un de ces projets qui reste sur papier. Pendant ce temps, les impacts de la crise en Ukraine continuent à se faire sentir avec la hausse des prix, même exorbitante au pays. C'est bien trop tard, madame, parce que les impacts sont déjà là. Vous vous êtes certainement rendu compte que le prix a changé parce que ça a déséquilibré l'offre par rapport à la demande. Deuxième, ce sont les produits pétroliers. Ça a un impact immédiat sur toute la logistique et ça a un impact immédiat sur les prix. Il faut savoir que c'est bien trop tard. Le drame de notre pays, c'est que nous sommes un pays extrêmement extraverti. Ça veut dire que nous importons tout. Et c'est ça la plus grosse difficulté. Moi, je pense que en plus de la pandémie de la Covid-19, cette guerre en Ukraine nous rappelle encore une fois qu'un peuple qui se respecte doit être en mesure de produire ce qu'il consomme. On ne dit pas qu'on peut être totalement indépendant, mais au moins pour les choses qui concernent la vie de tous les jours, nous avons ici la capacité de pouvoir nous autosuffire. Par exemple, nous pouvons produire du blé, comme le Brésil le fait, qui a le même climat que nous. Nous pouvons remplacer une partie de blé par le manioc, qui a une production locale. Nous pouvons être en mesure ici d'influencer les importateurs à produire localement. À quel sens se vouera la population ? Un expert en droit des consommateurs estime que les Congolais doivent apprendre à revendiquer leurs droits quand il le faut, surtout quand rien n'est régulé par l'État. Pour solutionner tout cela, pour que le consommateur congolais donc ait des droits et qu'il puisse en jouir et que ces droits là-bas soient mis en œuvre, parce que les droits ne sont droits que lorsqu'ils sont mis en œuvre, lorsqu'ils peuvent être revendiqués, je pense qu'il faut deux choses. La première chose, c'est au niveau du consommateur congolais. À mon avis, le consommateur congolais doit se fédérer. Donc, il se ligue en des petites associations au niveau de la consommation. Donc, association des consommateurs de pain, ça, ce n'est qu'un exemple. Association des cultivateurs. Je crois que toutes ces petites associations au niveau des quartiers, au niveau des communes, au niveau des villages, au niveau des provinces, une fois qu'on arrive au niveau décisionnel, au niveau étatique, ils peuvent se fédérer maintenant et faire une grosse ligue de consommateurs par rapport à un domaine spécifique. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Il est impérieux que l'autorité compétente se penche sur cette question, car la situation n'est fait qu'empirer. L'eau, c'est la vie, dit-on. Malheureusement, à Leleko, l'un des villages situés dans le territoire de Bassoko, en province de la Tchopo, cette vie est quasiment inexistante. À proximité du fleuve Congo, cette partie de la République démocratique du Congo est en manque d'eau potable. Depuis l'époque coloniale, la population de Leleko ne vivait que de l'eau de la source appelée Echima. En croire une habitante, cette eau était l'une des causes majeures de plusieurs maladies, particulièrement chez les enfants. Grâce aux appuis des organisations non gouvernementales, ces villages bénéficient maintenant d'un forage. Le forage est commis et ça lit déjà une année et demie. Il y a 1 an et quelques mois que nous avons un forage. À l'époque, on utilisait l'eau de la source. Après avoir détecté la maladie hydrique chez les enfants, une ONG nous a planté ce forage pour nous approvisionner et éviter ces maladies. Avec le nombre d'habitants qui regorge ces villages, cette population est toujours dans le besoin malgré ses dons. Chaque habitant a droit à 2 bidons de 25 litres par jour, une quantité insuffisante pour le ménage, mais ils sont obligés de ne vivre que de cela. Pour approvisionner tout le monde, dans le cas contraire, certains ménages ne peuvent être servis. J'épuise 50 litres d'eau par jour
et le forage est ouvert de 4h à 15h. Nous demandons aux autorités de nous ajouter un autre, puisque un seul n'arrive pas à approvisionner tout le ménage du village. Une sonnette d'alarme est lancée aux autorités compétentes, particulièrement à la société de régie de distribution d'eau, Régie des eaux de la Tchopo, afin de sauver ces vies exposées aux maladies hydriques. Le premier congrès des aires protégées d'Afrique se tiendra du 18 au 23 juillet 2022 à Kigali. Il vise à améliorer le statut de conservation de la nature en Afrique. Il sera une plateforme d'échange entre plusieurs acteurs, notamment les gouvernements, le secteur privé, la société civile, les populations autochtones et les communautés locales, ainsi que d'améliorer les avantages pour les personnes de la nature. Le chargé de l'application de la loi sur la protection de la faune sauvage de AWF présente le bien fondé de la protection des aires protégées. Les espèces animales sont très importantes pour la survie de l'espèce. Parce que d'aucuns pourront dire pourquoi on tient tant à protéger les espèces pendant qu'on peut les consommer. Mais les écologistes vont vous dire qu'il y a un équilibre écosystémique qui réside aussi dans le fait qu'il y a des espèces dans la forêt. Puisque la forêt joue un rôle dans le maintien de l'équilibre et dans la régulation du climat et des conditions météorologiques. Les écologistes disent que lorsque vous enlevez toutes les espèces animales dans la forêt, les forêts disparaîtront d'elles-mêmes en 50 ans. Et imaginez la disparition des forêts, quelles seront les conséquences pour l'humanité. C'est pourquoi, par rapport à cet équilibre écosystémique, nous avons pensé qu'il faut, d'un côté, protéger les forêts elles-mêmes et protéger ces espèces qui habitent dans les forêts et qui font en sorte que ces forêts subsistent pour que les forêts continuent à fournir à l'homme les besoins ou les services écosystémiques. Au cours de ce congrès, l'UNESCO, en collaboration avec ses partenaires, présentera sa contribution à l'agenda mondial post-2020 sur la biodiversité, notamment par le biais de ces zones désignées. Notons que ce congrès sur les aires protégées d'Afrique est organisé par le gouvernement du Rwanda, l'Union internationale pour la conservation de la nature, Commission mondiale sur les aires protégées, UICN-WCPA et African Wildlife Foundation, AWF, en collaboration avec des partenaires.